Nous sommes de retour dans le petit jardin que nous avons visité pour la dernière fois dans une vidéo le 15 mai. Nous sommes maintenant le 5 juillet, donc un peu plus de 7 semaines se sont écoulées. Et c'est vraiment une période de croissance maximale, car le temps a souvent été ensoleillé depuis. Nous avons eu une quantité inhabituelle de soleil et il a aussi fait vraiment sec. Nous avons arrosé ici jusqu'au bout du jardin, près des arbres du voisin et de la haie. Il a fait tellement sec qu'on a même dû arroser tous les 2 jours. Et ça va toujours être un problème si vous êtes très près des racines qui pénètrent dans le sol à partir des plantes ligneuses. Alors, regardons quelques détails. Le 15 mai, j'ai repiqué ces poireaux et ils étaient assez petits à ce moment-là, donc ils poussent bien maintenant. Il y a un léger problème de mineuse du poireau qu'on a un peu retrouvé ici lors de la récente récolte d'ail. Nous avons récolté tout l'ail et certains avaient la pupe brune de la mineuse du poireau, preuve qu'elle est arrivée dans cette partie du jardin. Si elle va attaquer ces poireaux, ce qu'elle fait habituellement, il va falloir que je les couvre avec un filet assez rapidement. Je ne sais pas trop quoi faire. Pour être tout à fait honnête, je ne sais vraiment pas à quel point ça va être grave. Je préfère ne pas tout couvrir avec un filet. Je vais tenter le coup ici et voir ce qui se passe. Donc, on verra la prochaine fois qu'on viendra. L'ânette que j'ai plantée il y a 7 semaines a déjà été récoltée partiellement et maintenant je le laisse fleurir. Certaines ont pourri, l'ânette fait ça parfois. Il y en a souvent 1 ou 2 qui deviennent mous et bruns, mais ceux-là sont encore beaux et on peut manger les fleurs ou les graines. Moi je veux les garder pour les graines, elles sont vraiment bonnes en cuisine. Les betteraves ont été vraiment impressionnantes en fait. On en a récolté 1,5 kg là-bas. J'ai récolté celles qui étaient près de l'abri en premier. Elles étaient un peu plus petites et en fait, quelques-unes étaient un peu difformes, mais quand même assez jolies. Donc ça pourrait être du fenouil là, du fenouil bulbeux. J'envisage différentes options pour les cultures successives. La laitue, nous la récoltons assez régulièrement, à peu près tous les 10 jours en fait, et il y a quelques plans là qui montrent comment ils finissent, c'est-à-dire que nous enlevons les feuilles du bas, comme vous pouvez le voir. En fait, nous avons récolté environ 4 kg de feuilles sur cette parcelle depuis la mi-mai, à peu près début mai. Et quand elles commencent à monter comme ça et à produire des feuilles qui deviennent plus bleu métallique que bleu jaunâtre, celles-ci ne seront pas aussi agréables à mettre dans une salade, elles sont plus amères. On récolte une dernière fois les feuilles du bas, arrache les plantes, puis on libère la place pour une nouvelle plantation, probablement de la bête. La bête est un excellent légume que l'on peut encore semer en juillet. Je l'ai semé hier. Je l'ai semé en motte dans la serre pour qu'elle pousse pendant que les autres finissent, car certaines sont des bétovians. Elles durent longtemps et sont fantastiques. Continuez à récolter avant qu'elles ne fleurissent. Donc ici, ce sera de la bête. Et puis les oignons, ça va. Elles ont vraiment souffert d'être très proches de toute cette végétation haute et en fait, en y repensant, je trouve qu'elles sont vraiment bien et j'ai clairement arrosé celles-ci à peu près tous les 3 jours. Elles commencent à mûrir un peu, donc il y en a une ici qui l'illustre bien, elle tombe sur sa tige, elle se couche, c'est un signe de maturité proche, ce qui veut dire qu'elles ne vont plus beaucoup grossir en tant que bulbes. Cela dit, la première est juste une exception, les autres continuent de pousser et de grossir et ça fera une belle récolte dans environ 2 semaines. Je pense que dans 2 semaines, on arrachera tout ça et on couchera les fans. Ça rend le col bien serré et propre, puis on les mettra quelque part pour les faire sécher et tu sais, ça fera de la nourriture potentielle pour l'hiver ou pour plus tard. Les fleurs ont été superbes, on a des zinnias, c'est l'une de mes préférées pour l'été. Le zinnia rouge est couleur magnifique, elles ressortent très bien sur la clôture. Elles sont davantage pour le plaisir que pour une raison précise, pour leur utilité contre nuisibles ou prédateurs. Cela dit, les œillets d'Inde, ces magnifiques fleurs jaunes et oranges, donc ce sont des œillets d'Inde nains et ils ne cessent de fleurir tout l'été. Et ils aident à attirer les prédateurs des pucerons, ou peut-être à repousser les pucerons, je pense plutôt. Nous avons eu beaucoup de pucerons ce printemps. Ce n'a pas été un printemps facile à certains égards. Les pommes de terre ne sont pas aussi grosses. Je trouve que les plants sont beaucoup plus petits cette année que ce que j'ai connu auparavant.
Nous ne les avons pas arrosées pendant un bon moment et je pense qu'elles ont simplement trop séché. En général, je n'arrose les pommes de terre que 2 ou 3 semaines avant la récolte, souvent quand les premières fleurs apparaissent. Je vais donc récolter celles-ci. Vous pouvez voir que j'ai buté la plante avec du compost. C'est en fait du compost de déchets verts. Et oui, ça semble sec ici, c'est sec. Oui, nous avons eu, au cours des dernières 24 heures, 37 mm de pluie, soit 1,5 pouce. Alors voyons ce que nous avons. C'est Charlotte, une variété de pommes de terre demi-précoce que je récolte. À ce stade, la plante n'est pas tout à fait mûre, il reste encore beaucoup de feuilles vert foncé dessus. C'est pourquoi les tubercules, les pommes de terre ne sont pas énormes, mais bon, cela dit, c'est toujours la partie amusante avec les pommes de terre, parce qu'on ne sait jamais à l'avance. On a peut-être une idée, mais rien n'est sûr tant qu'on ne les a pas arrachées. Et vous pouvez voir que je n'ai pas utilisé de fourche pour creuser. Elles ne font généralement pas ce que celle-ci a fait, c'est-à-dire trouver une cavité pour descendre en profondeur. Il devait y avoir une fissure ici pour une raison quelconque. En fait, il y en a une autre. Tu sais, je pourrais revenir ici plus tard avec un transplantoir. Si cela t'arrive, je dirais que c'est plus probable que ça arrive. Regarde ça. Mince, en fait, c'est vraiment intéressant, ça n'arrive normalement pas ici. J'essaye de me rappeler ce qu'il y avait ici avant. C'était les panais, ça me dit quelque chose. Donc en gros, quand j'ai arraché les panais, j'ai dû ameublir la terre. Et voilà. Les pommes de terre sont allées plus en profondeur que d'habitude en culture sans bêchage, illustrant bien le point. Mais on peut aussi voir dans la terre plus profonde beaucoup de racines de pommes de terre comme ça. Donc le truc avec les pommes de terre, c'est qu'elles se développent près de la surface. Les tubercules, normalement, se forment près de la surface, mais les racines descendent très profondément, ce qui explique pourquoi les pommes de terre en culture sans bêchage fonctionnent si bien. C'est une plantation vraiment facile et normalement, elles sortent très bien. En voilà une autre. Oui, il pourrait y en avoir d'autres là. En voilà une autre, donc tout va bien, c'est ça. C'est une belle récolte pour une seule plante. Tu sais, ce n'est pas vraiment beaucoup de travail de cultiver des pommes de terre. Et comme elles sont prêtes avant la mi-juillet, on a le temps de planter autre chose. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Il pourrait faire froid, le chou rave peut-être. En fait, il y a beaucoup d'options si tu poursuis les semis et la culture des plants. Je ne fais pas de rotation stricte sur 4 ans avec la culture sans labour, car le sol est sain. Je pratique un peu de rotation, ce qui élargit les options. Ici, nous avons des tomates et elles sont là, je les ai déjà pincées, tu vois. Là, j'ai retiré la tige principale, ce qui veut dire que ce sera la dernière, en théorie du moins. Si le temps le permet, ce sera la dernière grappe à produire des tomates qui, je l'espère, pourront mûrir. Je l'ai fait un peu tôt pour 2 raisons. D'habitude, j'étais les plants début août. Pour cette année. Je ne pense pas que nous allons avoir un été chaud. La façon dont le temps a changé juste après le solstice, pour moi, n'annonce rien de bon, vous savez, j'espère me tromper. Au fait, c'est au Royaume-Uni. Ça peut être différent là où vous êtes. Donc l'autre raison, c'est qu'elles sont déjà assez hautes et je ne peux pas, ou ce n'est pas vraiment faisable. On peut avoir un vent fort qui descend ici, et si vous laissez vos tomates devenir trop hautes, eh bien elles risquent tout simplement de se renverser. Limitez la casse et prenez ce que vous pouvez. Voici un gourmand. Donc maintenant, à partir de maintenant, l'entretien consiste simplement à enlever ces gourmands si vous en voyez. Je n'en vois plus pour le moment. Et vers la base de la plante, j'ai enlevé certaines des feuilles du bas. Comme vous pouvez le voir ici, elles ne servent plus vraiment à la plante une fois qu'elles vieillissent un peu. Celle-là, je ne voulais pas vraiment l'enlever, mais d'habitude, j'utiliserai un couteau. Je ferai aussi une autre chose avec les tomates, tailler un peu les grappes. Surtout si vous voyez quelque chose comme ça, où il y a une petite tomate au bout et que celle du bout mûrit toujours. La dernière n'a pas l'air de vouloir devenir très grosse. Je vais en fait l'enlever parce que ça laisse une demi-douzaine de belles tomates. Et c'est la même histoire ici sur cette grappe qui, à mon avis, paraît un peu longue et inutile. En fait, j'enlève celle-ci. Et ensuite, la plante peut concentrer son énergie sur les fruits plus gros déjà présents. C'est en partie parce que nous avons un climat marginal pour les tomates ici. Nos températures diurnes dans le Somerset sont de 21-22 degrés Celsius au maximum.
Vous savez, les prévisions météo pour les 10 prochains jours annoncent seulement 2 jours au-dessus de ça. C'est principalement 20 degrés 68 Fahrenheit, c'est le maximum de la journée. C'est juste pour vous donner une idée, vous voyez? Dans certaines vidéos, il semble souvent qu'il fait chaud ici. Le climat est doux et tempéré, sans chaleur excessive. Maintenant, ici j'ai tracé quelques lignes avec mon outil de jardinage parce que soudainement nous avons de l'espace vide. Ici, jusqu'à hier, il y avait les pois grimpants qui ont vraiment bien donné. Nous avons récolté quelques kilos de magnifiques pois mange-tout de ce tipi qui était là. En fait, ça cachait un peu les tomates qui ont maintenant plus de lumière. Et j'ai coupé les racines à la base. Donc là, par exemple, c'est la tige. Ces 2 petites tiges, croyez-le ou non, soutenaient toute la croissance jusqu'à 2 mètres, soit environ 6 pieds de haut. En théorie, ces nodules contiennent un peu d'azote car les pois sont des légumineuses. Quand je les ai arrachés, je ne le trouve pas vraiment. Alors ne vous inquiétez pas trop si les racines de vos pois ou de vos fèves sortent après la récolte, car ils ont utilisé la majeure partie de cet azote. Ce n'est pas un cadeau pour toutes les plantes suivantes, juste un peu, pas beaucoup. Donc j'ai un bel espace vide là-bas. Et puis, il y a aussi un bel espace vide ici, parce qu'il y a un plant de chou-fleur. Et hier, il y avait un brocoli calabrais que j'ai récolté. Il était un peu passé, mais toujours très bon. Nous l'avons mangé au dîner. Donc j'ai arraché la souche, et c'est la même chose ici. Mais j'ai laissé le chou-fleur parce qu'il ne semblait pas encore prêt. Mais en fait, en regardant ce matin le chou-fleur, oui, regarde ça. C'est du caca de chenille. Donc il y a aussi, oui, tu peux voir ce qu'elle a mangé également. Il y a un gros morceau grignoté. C'est là que la chenille a mangé. Je vais couper ça. On va probablement trouver une chenille. Et d'habitude, j'écraserai ça, mais pas devant la caméra. Vous voyez l'idée. Je me demande où elle est. Donc j'ai les mains toutes pleines de boue. Ça pourrait être... Ouais, regarde ça, encore. Mon Dieu, c'est dégoûtant. Oui, je suis presque sûr que c'est là-dedans. J'en suis sûr. Voilà, ouais, c'est bon. Je ne sais pas exactement quel papillon de nuit c'est, mais je pense que c'est une chenille de papillon de nuit. Ce sont eux qui creusent plus de galeries et causent davantage de dégâts aux parties qui nous intéressent. Et sur les feuilles, à cette période de l'année, on voit plus la grande pierride, et ce sont les chenilles jaunes et noires qui font des dégâts spectaculaires sur les feuilles, mais causent moins de dégâts, disons, aux pommes ou au cœur. Donc ces insectes ont tout prévu. Et j'utilise, si j'en trouve, je pulvérise du Bacillus thuringiensis. C'est un ingrédient actif utilisé en pulvérisation contre les chenilles sur les haies de buis. C'est comme ça qu'on peut l'acheter, sans danger pour une utilisation sur des cultures destinées à la consommation humaine. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Et puis, je vais d'abord vous montrer comment je dégage l'emplacement pour les plantes que je vais mettre ici. Contrairement au pois, je ne garderai pas cette racine. C'est intéressant aussi. Vous voyez comme ça s'enroule facilement? Cette plante a très peu de racines, bien moins que prévu. Et je suis presque sûr que cela a été mangé par la mouche du chou à un moment donné. Elles pondent leurs œufs sur le sol, s'enfouissent et mangent les racines. Et la croissance n'a pas été spectaculaire ici. Et je n'ai pas eu de filet efficace sur les plantes assez longtemps pour empêcher ces mouches du chou d'entrer. Donc même si nous avons eu quelques beaux choux ici, il y avait 1 kilo de choux là, il y avait 3 belles têtes au début de la 2e semaine de juin. Ils étaient bons, donc tout n'a pas été un désastre. Un petit chou-fleur nécessitera un lavage minutieux. Et un beau brocoli, mais encore une fois, cela a libéré de l'espace. Je tasse à peine la terre car je ne l'ai pas trop dérangé. C'est prêt. Avec la méthode sans bêchage, il y a le compost que j'ai mis en mars, et voici les options que je vais planter ensuite. Donc par exemple ceux-ci ont l'air un peu flétris. C'est à cause de la sécheresse et du vent. Il y a eu beaucoup de vent récemment. Ils étaient sur la table dehors près de la serre en attendant d'être plantés. Je n'ai pas eu le temps. Et c'est un dommage sur la feuille, mais la partie importante de la plante, elle, paraît vigoureuse dans la nouvelle pousse. Comme vous le voyez ici par exemple. Ces nouvelles feuilles, ce sont les importantes. Donc je vais les planter assez profondément parce qu'elles ont une longue tige et ça fera un bloc de haricots vert nains plantés début juillet, ce qui veut dire qu'ils vont commencer à produire
probablement autour du 20 août et tout au long de septembre, j'espère. C'est un bon moyen de prolonger la saison des haricots car certains sont plus précoces. Une autre option pour les plants à repiquer à cette période de l'année, c'est la betterave que vous voyez ici. Celles-ci sont un peu trop développées, mais en fait avec ces alvéoles que j'ai conçus, ces plants peuvent devenir assez grands et ils survivent. Voyez cette belle touffe de betterave et le haricot vert. Je les ai plantés plus profondément, même la betterave, en enterrant la tige jusqu'à cette hauteur. Là où se trouve mon doigt, c'est le niveau du sol. Creusez un trou puis arrosez sans le remplir immédiatement. Et voici une autre belle option pour cette période de l'année, et il n'est pas encore trop tard pour les semer. Il s'agit de chicorée. C'est une variété appelée 506 TT dont vous pouvez acheter les graines chez Tamar Organics au Royaume-Uni. Soyez attentifs car cela permet de récolter un superbe radicchio en octobre et novembre. Vous pouvez voir une vidéo que j'ai publiée à ce sujet il y a environ 4 ans et ils vont aller là-bas avec quelques endives dont un peu de frisée là-bas. Tout cela est idéal pour les semis de salade en ce moment. Il y a plein de choses que vous pouvez encore semer pour les salades et certaines que je ne sème même pas encore comme la roquette et la moutarde par exemple. À cause des altises, j'attends début août, donc vous aurez donc encore cette possibilité. Continuez à semer et à planter. Gardez ces espaces occupés toute l'année. D'accord, ici il y avait des épinards. Cela monte en fleurs vers la fin mai, ce qui est le moment idéal pour planter des concombres, ce que j'ai fait vers la fin mai, et il y a 2 variétés ici. Donc je n'en ai récolté qu'un jusqu'à présent, et tenez-vous bien, nous avons une autre récolte ici. J'utiliserai mon couteau pour cela, c'est une variété nommée Market More. Ceux-ci s'appellent des concombres de plein air, et ils ne deviennent jamais énormes, alors n'attendez pas qu'ils deviennent gros, longs et dodus. Sinon, ils vont juste devenir pleins de graines. Pour moi, celui-ci a l'air mûr. Il est, eh bien, c'est à peu près la bonne taille. Je suppose qu'avec l'habitude, on sait reconnaître quand ils sont prêts. Parce que si vous les laissez plus longtemps, vous remarquerez qu'ils ne grossissent pas beaucoup plus, mais deviennent simplement plus jaunes et pleins de graines. C'est donc à ce stade qu'il faut les cueillir. Je dois trouver comment le manger. Mais on peut faire tellement de choses avec les concombres. Vous pouvez enlever la peau si vous le souhaitez. Donc ça, c'est Market More. Et celui-ci, c'est une autre variété appelée Space Master. En fait, il n'a pas l'air si différent. Un peu plus rond au bout, peut-être. Et Space Master, le nom suggère qu'il va peut-être prendre un peu moins de place. Je veux dire, il n'y a que 2 plantes ici. Donc elles vont s'étendre et c'est pour ça que je pense à les récolter. Eh bien, ces carottes devront être récoltées bientôt. Vous pouvez me voir les semer dans l'avant-dernière vidéo. Nous étions ici le 20 mars, donc il y a environ 3 mois et demi, et celle-ci est la variété à pollinisation libre qui est Early Norm. N'est-ce pas? Le fait que ça casse ainsi montre qu'elles sont allées en profondeur. Je pensais que... Non, je l'ai perdue. C'était une belle carotte. Voilà un exemple de sol qui reste probablement sec parce que je ne les ai pas beaucoup arrosés et la pluie récente a humidifié la surface, mais je pense que c'est encore assez sec en dessous. J'utiliserai donc une truelle la prochaine fois pour celle-là. Ça, c'est la variété à pollinisation libre. Et ici, nous avons les hybrides qui sont Napoli. Je pense que c'était ça et vous pouvez voir qu'il y a généralement plus d'uniformité chez l'hybride. Mais cela dit, vous savez, ceux-là sont aussi plutôt bons, et certains de ceux-ci bifurquent même un peu. Je crois qu'il y en a un là, peut-être. Oui, regardez ça. Donc pour moi, c'est tout à fait acceptable pour des carottes. Celui qui bifurque parfois, avec la méthode sans labour, pousse bien droit vers le bas. Il faudra peut-être une truelle pour les récolter, mais il y a quand même beaucoup à manger. Encore une fois, cela n'a pas demandé beaucoup de travail. Les personnes qui bêchent ont généralement plus de mauvaises herbes avec les carottes. Ici, j'ai juste un peu désherbé ce terrain en enlevant quelques-unes parfois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de désherbage. Arrachez les mauvaises herbes si vous en voyez, de préférence quand elles sont petites, mais c'est très facile et gérable. Les fraises, oh là là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Elles ont disparu. Donc c'est fini, nous avions 2 kilos de fraises. Vraiment belle récolte, marshmallow. J'étais un peu déçu par la saveur et un ami m'a en fait donné des fraises d'une autre variété provenant de ces plants et je les ai trouvées bien meilleures.
Je vais donc leur accorder 1 an de plus. J'ai coupé le feuillage, ce qui permet d'ajouter du compost pour l'an prochain. C'est du fumier de vache, croyez-le ou non. Les vaches étaient sur de la litière en bois, d'où la présence de bois, mais c'est nutritif. On l'a testé avec des pommes de terre. Vous savez, j'en ai acheté chez un fournisseur local, Woodland Horticulture, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé quelques stolons. Depuis 1 mois, les fraisiers font de grands stolons, et ils restent simplement si on les laisse en surface, ou si c'est pour de nouvelles plantes. Si vous voulez de nouvelles plantes, il y en a une qui, en fait, si je la retire, vous pouvez voir qu'elle fait de nouvelles racines. Et donc, c'est une façon de multiplier les fraisiers si vous voulez plus de plantes. Et ce que je pense faire, c'est de le faire un peu plus tôt que l'année dernière. Laissez ces plantes former de bonnes racines, rempotez-les puis gardez-les en serre ou sous tunnel plastique durant l'hiver. Et nous avons fait ça l'année dernière, même avec tout le froid, elles ont eu du givre et tout. Et nous avons eu de belles fraises tôt, vers la fin mars, début avril, quand elles sont encore plus précieuses. Celles-ci donnaient plus en juin, donc il y a des options avec les fraises. Je ne les ai jamais cultivées ici auparavant parce que je craignais les blaireaux. Ils ne les ont pas trouvées. Heureusement, nous avions juste un filet dessus pour empêcher les oiseaux d'y accéder. L'oseille a été incroyable. On a récolté 3 kilos sur ces plantes. Je pense qu'elles méritent d'être mieux connues. Et la saveur, c'est ce délicieux goût citronné dans la bouche. Ceci est une excellente variété de pois mauve Vulcan. Vous pouvez voir la couleur magnifique de ces fleurs et elles devraient produire tout l'été. Donc j'attends avec impatience un joli coin fleuri là-bas. Et comme nous passons d'un temps sec et ensoleillé à un temps plus frais et humide, au moins cela signifie que de ce côté, on n'aura pas beaucoup à arroser et ces fleurs se porteront probablement très bien. C'est un peu abrité ici, surtout quand on se rapproche de ce bord où le figuier se trouvait autrefois. Et cela s'avère être un bon choix, donc après avoir enlevé le figuier. Adam l'a déterré, retirant assez de racines pour éviter que le figuier repousse. Il a rebouché le grand trou et remis le gravier au-dessus, qui n'est d'ailleurs pas le mien. Il était déjà là quand c'était une pépinière, je ne sais pas ce que c'était, mais je l'ai laissé. Il faut désherber, vous savez, je désherbe ici. Je désherbais un peu ce matin de l'épilobe et d'autres choses, mais le tabori en a. Je ne m'attendais pas à ça dès la première année de plantation et vous pouvez voir qu'il y a de très beaux fruits là, de différentes couleurs et avec les taberi, il vaut la peine d'attendre qu'ils deviennent ainsi ou plus foncés. Je veux dire, en voilà un autre. Vous pouvez voir la différence entre ces deux-là. Eh bien, les deux sont bons. Je dirais évidemment que celui-ci est aussi beau qu'il peut l'être. Heureusement ici, les oiseaux n'attaquent pas la plante. C'est un peu trop serré dans le coin, je suppose, et après la production, on les taillera un peu pour favoriser une nouvelle pousse le long des fils. J'espère que ça marchera et je vais essayer ça pour terminer. Nous avons hâte de vous revoir ici, probablement dans environ 2 mois, et je pense qu'il se sera passé beaucoup plus de choses car ce sera en plein milieu de l'été.